La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan se poursuit aujourd'hui. Les localités à visiter sont Transua, Kounfao, Tanda et Gouméré. La question de l'emploi des jeunes au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et ses partenaires techniques. Et puis depuis hier, Abidjan et Cotonou sont jumelés. L'acte de jumelage a été scellé au district d'Abidjan. Ce journal est décalé en raison de la visite d'État du président de la République dans le district du Zanzan et RTI 1 était en direct de Kounfao. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Démarré depuis mardi, la visite d'État du président de la République dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le district du Zanzan, se poursuit pour la journée d'aujourd'hui. Le président de la République s'est rendu à Transua et à Kounfao, que vous avez suivi tout à l'heure en direct sur RTI 1. Et après Kounfao, le chef de l'État va se rendre à Tanda et à Gouméré. En attendant, nous vous proposons un extrait de son intervention à Kounfao. Si j'ai choisi l'Est après la région du district des montagnes, si j'ai choisi de venir dans le Zanzan, c'est parce que pendant ma tournée, j'ai été frappé et même je dirais choqué par la grande pauvreté de plusieurs parties de cette belle région. Et j'ai estimé que je devais bien sûr vous apporter également un message de compassion, mais également un message d'espoir. Et vous dire que nous travaillons, que le gouvernement est au travail, la Côte d'Ivoire travaille, et que nous avons commencé toute une série de chantiers qui ne sont pas encore terminés, et c'est pour cela que vous avez encore ici et là des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, mais ces questions seront résolues dans les prochains mois. Vous pouvez me faire confiance. Oui. En matière d'électricité, par exemple, nous travaillons sur l'interconnexion avec le Ghana et ceci est prévu pour être réalisé en fin 2013 et à cette période-là, donc dans un an, vous recevrez ici de l'électricité 24 heures sur 24. Voilà, c'est donc un engagement que je prends et d'ailleurs le ministre de l'Énergie est avec moi. Et il m'a confirmé que ces discussions sont en cours et vont s'accélérer après les élections présidentielles au Ghana. Alors, en matière de provision d'électricité au-delà de Kounfao dans le département, nous y travaillons également et vous pouvez être assuré que nous respecterons les engagements que nous avons pris. Pour l'eau, nous avons réparé 75 pompes sur les 220 qui sont en panne dans le département de Kounfao. Les autres pompes sont en réparation. Et on me signale que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ces pompes seront également réparées. Et dans 3 sous-préfectures, et 6 nouvelles localités, seront équipées en hydraulique urbaine et les problèmes d'eau dans la ville de Kounfao seront résolus, mais dit-on, dans les 6 mois. Donc d'ici juin prochain, je vous signale, vous n'aurez plus de problème d'eau à Kounfao. Et vous pouvez retenir cela et à la fin de l'année prochaine, les problèmes d'électricité également seront résolus. Donc voilà les engagements que je prends, car tout cela est en cours. Je ne voulais pas retarder mon voyage ici, je voulais venir vous voir, vous saluer, vous remercier et vous faire ce message. En matière d'éducation, les choses ont été faites, vous le savez. Nous avons distribué 7736 kits scolaires ici à Kounfao, des tables bancs et bien sûr nous avons recruté des enseignants contractuels. Et pour le domaine de la santé, j'ai noté que la question de l'hôpital général, Madame le ministre de la Santé est ici, elle va s'en occuper. Et nous avons décidé de réhabiliter et d'équiper l'hôpital général de Bondoukou. Mais
Donc, Madame le ministre, il vous appartient de voir un peu ce qu'il y a lieu de faire pour le district sanitaire qui a été supprimé. Donc, je suis sûr que vous entendrez les cris de cœur des populations. Les médicaments ont été distribués et nous comptons également rénover et construire les structures sanitaires et les centres de santé pour que personne n'ait à se déplacer plus de 5 km pour trouver un centre de santé. Et comme vous le savez, la première dame également a offert une ambulance ici, ainsi que des médicaments. Elle continue son travail auprès des populations, comme vous l'avez mentionné, notamment auprès des femmes. Elle mettra en place en mi-décembre un programme de microcrédit et les fonds sont déjà disponibles pour 1 milliard de francs CFA pour des crédits donc aux femmes qui veulent entreprendre des activités. Donc je confirme que nous sommes sur la bonne voie dans ce département, dans cette région et partout en Côte d'Ivoire. En matière de salubrité, vous avez souhaité l'acquisition d'un tracteur et d'une remorque. Je vous dis que cela sera chose faite dès le mois prochain, monsieur le maire. Voilà. Donc les commandes ont été faites. Nous attendons les livraisons et par conséquent, le travail important qui a été fait par Madame Anouloto, qui a été ministre de la Salubrité et qui a pu débarrasser nos villes des ordures, pourra être poursuivi par les maires avec la mise à disposition de tracteurs et de bennes. Hier, c'était la deuxième journée de la visite d'État dans le district du Zanzan du président de la République Alassane Ouattara. Il s'est rendu à Doropo, Téini, Nation et Sondégué. Dans ces 4 départements, le chef de l'État a adressé un message de paix, de pardon, de réconciliation et surtout d'espoir. Il a également invité toutes les filles et tous les fils du pays au rassemblement et à l'union sans aucune distinction ethnique, religieuse ou régionale. Et nous vous le disions, il y a eu 4 étapes hier avec Jean-Jacques Kwame Alla. Nous vous proposons l'arrivée du chef de l'État à Téini. Visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Deuxième journée ce mercredi. Au pas des courses, après le meeting de Doropo, le chef de l'État est arrivé aux environs de 12 heures sur l'espace de l'école primaire publique de Téini 2, dans le département de Téini qui fait partie de la région du Boukani. Après l'accueil du corps préfectoral, des élus et certains membres du gouvernement qui ont effectué le déplacement, les honneurs militaires. Le chef de l'État, malgré le soleil qui était au zénith, a décidé de regagner à pied le lieu du meeting. Sur son parcours, il a été ovationné par les populations. Téini a été érigé en département en 2009 et le président Alassane Ouattara est à sa 3e visite dans le département, mais sa première en tant que chef de l'État. À Téini, le chef de l'État a annoncé le lancement prochain d'un projet de mise en place d'une structure de microfinance en faveur des femmes par la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour les aider à financer des activités génératrices de revenus. Pour ce qui est des jeunes, il a indiqué que les grands projets de réhabilitation et de construction permettront de créer de nombreux emplois pour la jeunesse, fait de lance du développement de la Côte d'Ivoire. Awa Touré. Forte mobilisation à Téini, 3e étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Les populations avec à leur tête les élus et les cadres sont venus massivement écouter les solutions du président de la République pour leur département. Le chef de l'État par cette tournée veut redonner de l'espoir aux Zanzan, un district défavorisé. Le président de la République a indiqué que la Côte d'Ivoire est à la tâche pour améliorer leurs conditions de vie et combler le retard accusé par la région du Boukani.
Il a salué quelques fils de la région, notamment le général Lansalan Palinfo, Sansan Kabiré, secrétaire général du gouvernement, et le directeur général du port autonome d'Abidjan, qui l'aident à faire en sorte que le pays se porte mieux. Il a par la suite dit ses ambitions pour cette région, avant d'ajouter qu'il tiendra toutes ses promesses. Je suis venu pour vous délivrer un message de souvenir, de compassion, mais également, bien sûr, d'espoir. Nous pouvons faire beaucoup pour Téini, pour le Boukani, et nous allons le faire. Je tiendrai ma promesse. Oui, je les tiendrai, que ce soit en matière d'eau, d'électricité, les choses ont commencé. Nous n'avons pas encore terminé, mais vous verrez dans quelques mois que ces problèmes seront derrière vous. 3 véhicules de type 4x4 ont été offerts aux autorités administratives des Téini à l'occasion de cette visite. Quatrième et dernière étape de la journée d'hier, le département de Sandégué, où le chef de l'État a annoncé la matérialisation de sa promesse de campagne avec le lancement en mars 2013 des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Komoué qui va nécessiter un investissement de 5 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi à Boller. 70 âmes issues de la scission de l'ancien département de Bondoukou, aujourd'hui chef-lieu de la région de Gontougo. Une mobilisation massive, quoi de plus normal quand on sait que pour ces populations, à l'instar de celles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara apparaît comme l'espoir. Je suis venu pour faire un message d'espoir. Oui, vous dire que les jours à venir seront bons et même meilleurs. Le gouvernement travaille, mais cela ne suffit pas. Tous les Ivoiriens doivent être au travail, à commencer par les jeunes qui ont besoin qu'on leur trouve du travail. Donc, chers jeunes, vous pouvez être rassurés. Tous ces projets qui ont été signalés tout à l'heure permettront de vous donner du travail. Oui, nous travaillons à cela parce que la jeunesse a été trop longtemps négligée et même manipulée. Et tout à l'heure, j'ai entendu une série de doléances concernant l'électricité, l'eau, les infrastructures. Et je peux vous dire que le ministre des Infrastructures qui est là, Patrick Hachi, m'a informé que le démarrage des travaux du pont de la Komoué est pour mars 2013. Voilà. C'est un investissement de 5 milliards de francs CFA et nous avons mis les ressources en place. J'ai dit à tous ici, le pont sur le fleuve Komoué sera donc rapidement fait. Je voudrais aussi vous dire que nous avons en 2011 et 2012 investi 7 milliards de francs CFA dans le Boukani. Oui, nous avions promis de faire en sorte qu'il y ait de l'électricité dans cette région car elle était totalement dans le noir quand nous sommes venus ici et que nous allions réparer les pompes électriques, les pompes des forages et que nous allions faire en sorte que le niveau de vie soit amélioré dans cette région. Et le président de la République de poursuivre en indiquant que la prise en compte de toutes ces doléances ne saura tarder. Et puis, outre les dons de la part du président de la République à hauteur de 11 millions de francs CFA pour la région de Sandégué, des véhicules au nombre de 43 vont être offerts pour tout le district du Zanzan pour le corps préfectoral et la sécurité. Autre information, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a reçu une délégation de l'Association internationale des maires francophones. Il a échangé avec ces maires sur l'avenir de cette organisation. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est réjoui de leur présence en Côte d'Ivoire et a profité de cette rencontre pour soutenir que la Côte d'Ivoire est plus que fréquentable. Victorine Yaoyoboué.
À l'issue de son 32e congrès ici à Abidjan, l'Association internationale des maires francophones a rendu visite au président de l'Assemblée nationale. Objectif, présenter au président Soro Guillaume les conclusions des travaux de ce 32e congrès. Il a été mis en évidence que les collectivités déconcentrées, les collectivités décentralisées sont d'abord des jumelles pour voir de très près les préoccupations des populations. Et les solutions, c'est un bataillon de projets que l'AMF met au profit des collectivités décentralisées à travers le monde. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons eu une très grosse part, près de 800 millions à partager avec Cotonou dans le cadre des quartiers précaires pour faire une opération test qui devrait servir d'exemple à tous les autres pays, si tant est que cette opération est mêlée avec intelligence et rigueur. Le gouverneur a bien montré que l'avenir, la paix, la solidarité, l'entente entre les populations, c'est par une révolution intérieure dans chacun d'entre nous, et notamment dans la façon de gouverner les collectivités territoriales. Et à cet égard, les villes de Côte d'Ivoire sont un bon exemple. Et j'espère que cet exemple va passer dans l'ensemble du réseau des collectivités territoriales francophones. Le président du Parlement a marqué un grand intérêt quant aux réflexions menées par les maires de l'AIMF. Mais le plus important pour Soro Guillaume, c'est la tenue même de ces assises en Côte d'Ivoire, alors que le pays sort à peine d'une longue crise. À peine sorti de la grave crise que nous connaissons, on aurait pu prétexter bien des raisons sécuritaires et autres pour éviter la capitale Abidjan. Mais le fait que, de façon unanime, tous ces pays soient venus en Côte d'Ivoire, ça montre premièrement que la Côte d'Ivoire est fréquentable, mais c'est la démonstration, c'est la preuve, s'il en était besoin, que la Côte d'Ivoire continue d'être au cœur de ses partenaires, au cœur de ses voisins et au cœur de la francophonie. De retour dans leurs différentes localités, les membres de l'Association internationale des maires francophones comptent s'inspirer des expériences des uns et des autres pour une AIMF plus forte et des communes plus développées pour le bonheur des populations. Nous vous le disions dans nos titres, une convention a été signée hier mercredi entre la commune de Cotonou et le district d'Abidjan. L'acte a été scellé à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Témoin, Juliette Ouya. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et l'ex-président béninois, Nicéphore Soglo, également maire de Cotonou, ont signé une convention de jumelage entre Abidjan et la capitale du Bénin. Les deux villes s'engagent ainsi à se soutenir mutuellement dans les actions de développement. Cette convention va booster la coopération entre Abidjan et Cotonou en vue de réduire le phénomène de pauvreté d'environ 50% dans les deux capitales. En prélude aux travaux du 4e recensement général de la population et de l'habitat de 2013, l'Institut national de la statistique INS a organisé à Yamoussoukro la cérémonie d'installation des comités régionaux du recensement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakus, a installé les préfets en qualité de président des comités régionaux du recensement. Brahima Doumbouya, RTI Boaké. Désormais, les préfets de région sont les présidents des comités régionaux du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Au nom du gouvernement ivoirien, ceux-ci ont été installés et mis en mission à Yamoussoukro par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakus. À notre niveau, nous allons mettre tous les moyens en œuvre, c'est-à-dire les moyens afin d'impliquer toute la population dans ce processus. Nous allons respecter les thèmes de référence de la même manière où les membres qui constituent le comité national du recensement général de la population et de l'habitat, nous allons reproduire les mêmes membres sur le terrain. Il s'agira pour nous de faire une sensibilisation dans un premier temps. Dans la seconde phase qui va démarrer après dans le mois de mars, nous allons faire le suivi et évaluation et le contrôle de toute cette opération qui est d'une extrême importance pour la Côte d'Ivoire. C'est l'Institut national de la statistique INS qui est le maître d'ouvrage de cette grande opération. Sur les 11,8 milliards, le gouvernement a déjà mis en place 3,5 milliards qui correspondent à ce dont on a besoin pour l'année 2012. En 2013, donc, si on fait le dénombrement, on a besoin
d'à peu près de 7 milliards pour tenir les terrains et le matériel pour aller sur le terrain. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a demandé au préfet de sensibiliser les populations dans leur localité, rappelant que le gouvernement attend beaucoup de ce recensement. Nous attendons ce RGPH pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour bâtir cette nation forte que nous attendons tous, une nation qui va nous rassembler davantage. Et monsieur les préfets, distingués chefs coutumiers, mesdames et messieurs, vous comptez dans le processus qui est en place. C'est pour ça que nous avons tenu à vous rencontrer ici pour vous passer ce message directement. Le recensement général de la population et de l'habitat en cours de préparation est la 4e opération du genre en Côte d'Ivoire, après ceux de 1975, 1988 et 1998. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts veut faire de l'impôt foncier un impôt leader comme la TVA. Pour cela, elle a organisé un atelier de réflexion pour recueillir les propositions des experts en vue d'une optimisation de la gestion de l'impôt foncier en Côte d'Ivoire. Marie-Laure Goran nous en parle. Une journée entière pour réfléchir et trouver des solutions pratiques pour l'amélioration du rendement de l'impôt foncier. La Direction générale des impôts veut faire de l'impôt foncier un impôt leader à l'image de la TVA et de l'impôt BIC. Les experts réunis vont donc s'atteler à trouver les meilleures stratégies à adopter afin d'améliorer le dispositif fiscal en vigueur. L'impôt foncier est un impôt qui a le maximum de contribuables. Aujourd'hui, vous avez à peu près 350 000 biens qui sont imposés pour environ 286 000 contribuables. Contrairement à l'ensemble des autres impôts, dont le nombre de contribuables tourne autour de 70 000. Donc c'est dit que l'impôt foncier a pratiquement 4 fois plus de contribuables que les autres impôts. C'est vrai que l'impôt foncier, en ce qui concerne les cotisations, les cotes sont faibles, mais nous pensons qu'un travail soutenu de recensement, un travail soutenu de cadastrage, une sensibilisation accrue des populations devait pouvoir permettre de rehausser cet impôt au rang d'impôt leader. Les résultats attendus par la DGI sont donc clairs. Mise en œuvre des méthodes simples, cohérentes et pratiques visant à améliorer significativement la qualité de l'assiette de l'impôt foncier. Clarification des procédures existantes de recouvrement pour optimiser le rendement de cet impôt. Enfin, définition de la nature des contributions attendues des directions du cadastre et de l'information dans le processus de l'amélioration de la gestion de l'impôt. Dans l'actualité ivoirienne également, le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a rencontré ses partenaires techniques et le secteur privé à son cabinet. L'emploi des jeunes était au centre de cette rencontre, nous dit Lanciné Fofana. Cette première rencontre voudrait répondre à l'épineuse question du déficit d'emploi. Les réflexions ont réuni tous les partenaires techniques, financiers et le privé sur la question chez le ministre Moussa Dosso qui a dit à ses hôtes du moment les attentes de l'État de Côte d'Ivoire et ce que l'État lui-même prévoit faire déjà. Aujourd'hui, on a un plan 2013-2015 dans lequel vous retrouvez tous les besoins de l'État en matière d'infrastructures, de projets industriels, de l'éducation, etc. L'État a fait sa part. Nous attendons que les autres partenaires justement fassent leur part pour qu'on ait une idée précise des besoins en termes de formation et en termes d'emploi. Si chacun dans le groupe a exprimé son opinion, les jours qui arrivent, tout le système des Nations Unies parlera à travers un programme unique. Ils sont tous d'accord qu'il faut être opérationnel tout de suite et sont tous dans les dispositions d'accompagner l'action concertée. À son tour, le patronat lui propose rapidité et efficacité et veut éviter toute autre alternative sans lendemain. Le privé penche dans l'immédiat pour une stratégie intégrée, mais surtout l'adéquation formation-emploi. La présence d'autres ministres ou leurs représentants annonce une coopération opérationnelle les jours qui arrivent, coopération qui va déboucher sur une feuille de route à exécuter ensemble. Feuille de route qui elle-même offrira du travail à une population très composite au regard du profil de chacune de ses composantes. Avec Gabriel Zani, parlons de la découverte du sida depuis 1981 et le combat qui est mené pour lutter contre cette pandémie.
Selon le rapport ONU-SIDA en 2010, plus de 33 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Si les efforts internationaux ont permis de réduire le nombre de nouvelles contaminations, l'ONU-SIDA s'inquiète dans son rapport du ralentissement des fonds alloués à la lutte contre le fléau. Les recherches d'un remède contre le sida se sont avérées longues et coûteuses pour l'ensemble des pays engagés dans le combat et pour les scientifiques. La durée entre la conception d'une molécule et son autorisation de mise sur le marché oscille entre 7 et 12 ans en France. Pour l'heure, les antirétroviraux constituent l'arsenal thérapeutique contre le VIH à ce niveau des recherches. Une vingtaine de médicaments antirétroviraux sont disponibles et ont pour but d'empêcher la prolifération du virus d'une part et de bloquer son entrée dans le globule blanc d'autre part. Depuis le début des années 90, un traitement antirétroviral comprenant 3 médicaments est prescrit en fonction du stade clinique, du taux de lymphocytes TCD4 et de la charge virale du patient, selon les résultats des recherches. Dans le rapport de l'ONU-SIDA, grâce à la trithérapie de 2001 à 2009, le nombre de nouvelles infections au VIH s'est stabilisé ou s'est réduit à plus de 25% dans 56 pays à travers le monde, dont 34 pays d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, les investissements engagés dans la riposte au sida portent leurs fruits et l'on parle désormais de multithérapie et les associations vont de 2 à 5 médicaments selon les cas. En juillet 2012, la Fédération américaine des produits alimentaires et médicaux, FDA, a autorisé l'utilisation d'un médicament antirétroviral, le Truvada. Il est destiné à une certaine catégorie de personnes à risque et ne dispense absolument pas de l'usage du préservatif. Pendant que la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il n'existe pas actuellement de remède définitif pour tuer le virus du sida, la médecine traditionnelle africaine affirme le contraire. Des tradis praticiens disent guérir le sida. Et bien qu'il soit difficile de dire avec certitude qu'il y a à ce jour en Afrique des personnes en mesure de guérir le sida, des scientifiques reconnaissent la capacité de certains praticiens africains à traiter les maladies opportunistes provoquées par le VIH. Si la lutte contre le sida a changé de visage, si les médicaments sont aujourd'hui plus efficaces qu'hier, il ne faut pas oublier que l'épidémie est toujours là et qu'il est plus que jamais nécessaire de se protéger en utilisant le préservatif lors des rapports sexuels. Et la rédaction de RTI 1 vous proposera des reportages sur cette pandémie pour vous donner toutes les informations sur l'évolution de cette maladie en prélude à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida le 1er décembre prochain. Tout à fait autre chose, le Fonds de développement et de la formation professionnelle a organisé une séance de formation à l'attention des entreprises cotisantes et des organismes de formation à Abangourou. Objectif, informer les clients et les partenaires du Fonds de développement et de la formation professionnelle sur les procédures de remboursement. Honorine Kakoubla, Anigori. L'objectif de cette session de formation est de contribuer à l'amélioration de la qualité des dossiers de demande de remboursement présentés par les entreprises cotisantes. Les entreprises participantes sont édifiées sur la bonne constitution de leurs dossiers de demande de remboursement. Les entreprises et les opérateurs de formation ont une bonne connaissance du processus de remboursement des actions de formation et du rôle de chaque acteur. Deux communications sur les thèmes conditions de recevabilité d'un dossier de demande de remboursement et les différents traitements d'un dossier de demande de remboursement ont soutenu cette formation. Créé en 1992, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, est le dispositif de financement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Sa mission est de contribuer au développement des ressources humaines par le financement des interventions dans le domaine de la formation professionnelle grâce à la taxe afférente payée par les entreprises dites taxe additionnelle à la formation professionnelle continue, représentant 1,2% de la masse salariale. Ainsi, des plans de formation et projets interentreprises sont agréés au profit de ces entreprises cotisantes. Ils visent le perfectionnement, la promotion, la reconversion et l'intégration des salariés au sein de l'entreprise par la mise en œuvre de formations adaptées aux besoins identifiés.
Le procès des 4 militaires ivoiriens accusés du meurtre d'un soldat nigérien de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire en mars 2011. Ce procès s'est ouvert hier au tribunal militaire d'Abidjan et ces 4 militaires sont poursuivis pour arrestation illégale, séquestration, viol, violation de consignes et meurtre. Hugues Hervé Blé. À la barre ce mercredi, 4 militaires, un capitaine, un sous-lieutenant et 2 sous-officiers. Tous sont poursuivis par le tribunal militaire pour arrestation illégale, séquestration, meurtre, viol, complicité, violation de consignes. Ils seront à nouveau à la barre ce jeudi pour la suite du procès. Manifestement, nous on était venus, nous étions prêts pour aller sur le fond, mais le tribunal a peut-être pensé qu'il serait mieux de renvoyer. Bon, c'est une décision qui ne nous gêne pas du tout. Peut-être que, bien au contraire, ça nous permettra encore même de bien séjourner au cours dans le dossier, de mieux maîtriser donc les différents aspects de nos dossiers. L'acte d'accusation révèle que dans la nuit du 14 au 15 mars 2011, Mamadou Idi, gendarme nigérien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et sa petite amie sont interpellés par des miliciens, battus et déshabillés avant d'être remis à des militaires tenant un poste de contrôle dans le quartier de la Riviera à Cocody. Auparavant embarqué en vie par les militaires proches de l'ancien régime, le corps du soldat nigérien de l'ONUCI ne sera pas retrouvé. Les prévenus, également accusés du viol de l'ami du soldat onusien, soutiennent l'avoir remis aux miliciens. Le procès qui a débuté ce mardi est le second procès militaire sur la crise de 2010-2011, après celui de l'ancien patron de la garde républicaine, le général Doboblé Bruno et 4 autres militaires jugés début octobre pour le meurtre du colonel-major Adama Dosso. Hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, le régime de Mohamed Morsi est toujours en proie à une contestation sans précédent depuis sa décision de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels. La place Tahrir est toujours occupée par des manifestants. Pour les disperser, la police est obligée d'utiliser la manière forte. Les partisans de Mohamed Morsi, les frères musulmans, ont décidé d'organiser une marche pour le soutenir. Démarré depuis mardi, la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le district du Zanzan, se poursuit. Pour la journée d'aujourd'hui, le président de la République s'est rendu à Transua et à Kounfao, que vous avez suivi tout à l'heure en direct. Après Kounfao, il va se rendre à Tanda et à Goméré, et RTI, bien sûr, est toujours au rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.